Nous sommes pour poursuivre cette discussion avec Sébastien Lescope. Sébastien, bonjour. Bonjour Thomas. Alors Sébastien, vous êtes directeur général de Cloud Temple. Rappelez-nous qui est Cloud Temple. Alors Cloud Temple, c'est un acteur de cloud français engagé dans la souveraineté et aujourd'hui qui transforme le numérique français et européen. Bon, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous faire réagir un tout petit peu à ce qui a été dit un peu avant et sur un point spécifique. Bon, Emmanuel Sardey, que j'imagine vous connaissez, que vous avez déjà rencontré, patron du SIGREF, disait qu'en gros, ce qu'il attendait des acteurs, et je profite du fait d'en avoir un, justement, un représentant de l'écosystème français, ce qu'il attendait, c'était justement cette transparence, d'une part, et puis également cette capacité à grandir vers l'Europe. Deux demandes particulières. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que cette analyse, vous la partagez? Est-ce que vous partagez ces diagnostics et cette envie, justement, qui peut être... qu'on peut analyser comme finalement un des freins qui empêche peut-être les grands comptes, les grandes administrations de se tourner vers des structures comme la vôtre? Alors c'est pas, bien sûr, c'est une envie d'entrepreneur, mais pas que. C'est surtout en fait un besoin vital pour exister sur la scène internationale. Aujourd'hui, en fait, quand vous regardez les investissements en R&D d'un Amazon, ils sont supérieurs en fait à la France, tous secteurs confondus. Donc l'objectif, c'est de peser en fait dans le jeu, d'avoir des capacités d'innovation, en tout cas au démarrage, qui ne seront pas équivalentes, mais en tout cas qui seront pertinentes sur des domaines spécialisés, et par la suite, dans quelques années, qui puissent être comparables. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années autour de la souveraineté, ces derniers mois plus spécialement? Alors, pour rappel, en 2017, la souveraineté numérique, même si on l'appelait pas comme ça, c'était en fait la conviction fondatrice de Cloud Temple. On avait la conviction qu'il fallait en fait avoir une maîtrise totale des infrastructures et que celui qui maîtrisait les infrastructures aujourd'hui maîtriserait l'économie de demain et que c'était vital, un enjeu vital pour les entreprises. Depuis quelques mois, depuis le début de l'année, avec la géopolitique que tout le monde connaît, il n'y a pas un rendez-vous client où on ne parle pas de la protection de la donnée. Et il y a une véritable prise de conscience des clients, des décisionnaires, des prises de conscience qui sont profondes, même parfois identitaires. Et moi, je parle de révolution silencieuse. Si on met en perspective un projet de transformation numérique, il prend du temps. Il prend en fait de 18 à 24 mois entre la phase de cadrage et la phase d'exécution. Donc aujourd'hui, on est en phase d'infusion et les impacts économiques se verront réellement en fait dans les prochaines années. Alors, on voit effectivement, vous dites qu'on est en phase, comme vous le disiez, d'infusion, mais ce qu'on a vu, c'est que au niveau des pouvoirs publics, on a manifestement cette volonté bien sûr, de s'appuyer sur les acteurs français et européens, mais quand vient l'heure de le faire, je peux citer l'exemple de Microsoft avec l'éducation nationale, avec le ministère de la Santé, on a beaucoup d'exemples où justement, c'est ce que disait Emmanuel Sardey, on a... quand on est au pied du mur et qu'on peut choisir d'autres acteurs, eh bien, ils le font pas forcément. Qu'est-ce qui peut pour vous... Pourquoi est-ce qu'il y a ce frein, justement, à l'heure de franchir, justement, l'étape de faire appel à un acteur comme vous? Alors, je voudrais mettre en perspective déjà le secteur public. Le secteur public, c'est 6% de la commande cloud nationale. Donc, vous vous doutez bien qu'un acteur comme Cloud Temple cherche ses leviers de croissance plutôt dans le secteur privé qui pèse 94%. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui du secteur public, c'est surtout de l'exemplarité. On a de la chance, depuis quelques mois, quelques années, d'avoir des dirigeants politiques qui sont de plus en plus engagés, à l'instar de Clara Chapaz, qui n'hésite plus dans ses discours à parler de préférences nationales et de préférences européennes. Maintenant, je pense qu'il faut juste lier les paroles à l'acte. Je vais vous donner un exemple concret. Un projet en fait assez connu, qui est le projet de collecte des données de santé des Français, avec une ambition d'améliorer la recherche française, la recherche médicale, d'améliorer également le dossier patient pour simplifier la vie des Français. Ça serait un très bon signal si ce projet choisissait demain une technologie française. Ce ne sera pas forcément le cas tout de suite, mais en tout cas, on peut l'espérer, peut-être avec un nouveau gouvernement. J'ai une question en ligne pour vous qui porte sur Gaia-X. Gaia-X, qui était une belle opportunité, a été noyautée par les acteurs majeurs US, et du coup, cette initiative est totalement morte. Quel est votre avis là-dessus? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on s'est engagé dans Gaia-X il y a un peu moins d'un an. Peut-être à contre-courant, mais pas du tout. En fait, on a au moins deux convictions chez Cloud Temple. La première, c'est
qu'il faut jouer l'Europe pour demain avoir une chance en fait d'exister sur la scène internationale. Donc il faut trouver en fait un endroit où on puisse communiquer avec nos partenaires, nos futurs clients. Et vous savez en fait que le mode de vente du cloud, c'est principalement un mode indirect. Donc c'est les gros intégrateurs, les Soprasteria, les Thales, les Atos qui vendent Cloud Temple à nos clients. Et en fait, c'est pour ça que c'est un rassemblement important aujourd'hui où il faut exister. Deuxième chose, vous savez, en fait, dans les années 90, il y a énormément de régulations, de règles qui ont été éditées sur le monde des télécoms. J'ai une conviction, c'est que le cloud suit le monde des télécoms. Le cloud, en fait, tout le monde en parle comme un produit qui est mûr, mais il a 20 ans. 20 ans, il n'y avait pas de cloud. C'est 2006, la création d'AWS. Donc c'est quelque chose de très récent. Mais aujourd'hui, on arrive à un niveau de maturité sur les couches basses, IaaS et quelques produits PaaS, qui permet aujourd'hui de commencer à réfléchir à l'interopérabilité. C'est-à-dire comment fonctionner ensemble, entre Européens déjà, pour produire des services globaux. Et Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre du data center. Pour exister sur un scène international, il faut construire des data centers et des hubs dans chaque pays. À ce rythme-là, même les plus gros, il leur faut une centaine d'années peut-être pour être équivalent. Et encore, faut-il avoir les capacités d'investissement. Par contre, si on joue ensemble, avec des règles d'interopérabilité qui sont claires et éditées, et la technologie le permet et est suffisamment mûre aujourd'hui, je pense en fait qu'on peut aller beaucoup plus vite. J'avais posé une question à Emmanuel un peu plus tôt et j'aimerais pareil vous entendre sur ce sujet-là, qui est celui des gammes et des fonctionnalités. C'est vrai que très souvent, beaucoup de gens opposent les grands acteurs, AWS, GCP, Azure, en disant, vous savez, ils ont des gammes qui sont absolument insondables, et ainsi de suite, face à d'autres acteurs français européens qui n'ont pas cette profondeur. Qu'est-ce que vous leur répondez et qu'est-ce que vous dites face à cette critique qui est récurrente et que j'ai encore entendue il y a pas si longtemps? Alors, tout d'abord, ne soyons pas défaitistes et rappelons-nous de l'histoire. Airbus, qui est né en 1970, naturellement, Boeing, qui est né 50 ans avant, avait une gamme de services beaucoup plus étoffée. 50 ans après, vous vous rendez compte en fait que Airbus est les leaders internationaux. Donc, c'est possible. Mais ça a pris un demi-siècle quand même. On est dans une industrie, sachez que même si on parle aujourd'hui de cycles de produits numériques qui sont extrêmement raccourcis, surtout avec l'avènement de l'IA qui accélère énormément le cycle de développement, on est dans une industrie lourde qui demande en fait du temps, plusieurs années, des décennies pour s'imposer, pour produire des services qui sont utilisés demain par les assets vitales des entreprises. Donc ça prend du temps. Par contre, il faut avoir une stratégie pérenne. Une dernière question pour vous, Sébastien. Quels arguments doivent présenter ceux qui, justement, sont convaincus, parce qu'il y a des gens qui sont convaincus dans les entreprises, quels arguments, pour vous, ils doivent présenter, justement, pour faire évoluer l'état d'esprit de ceux qui sont bloqués sur certaines solutions, disons, et permettre cette bascule vers la souveraineté qui est, d'ailleurs, on ne l'a pas forcément dit depuis le début de cette émission, et c'est Emmanuel Sardey qui le rappelait en passant, on ne parle pas de remplacer complètement, mais on parle d'ajouter une brique supplémentaire. Est-ce que vous leur dites, et quels sont les arguments qu'ils peuvent présenter pour cela? Alors déjà, la géopolitique récente a eu un impact extrêmement bénéfique. C'est que le sujet de souveraineté n'est plus un sujet uniquement de direction informatique, mais de direction générale. Et faut pas être naïf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde en fait la protection cybersécurité des entreprises, elle évolue beaucoup moins vite que la menace. L'ANSSI parle d'une augmentation des cyberattaques de l'ordre de 30% par an. Et si on ajoute à ça les lois extraterritoriales, donc cette capacité du gouvernement américain à préempter les données, en fait, on est sur deux menaces extrêmement fortes, d'où l'importance pour les entreprises de reprendre la maîtrise. Vous savez, la souveraineté, c'est un peu comme l'assurance vie économique et stratégique d'une entreprise. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va finir notre discussion. Merci beaucoup. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. Merci Thomas.